Monsieur Hakimi vient d'être mis en examen du chef de viol par un juge d'instruction. Malheureusement, les dossiers un peu médiatisés finissent toujours par fuiter d'une manière ou d'une autre. Plus on multiplie les intervenants et plus le risque de fuite dans un dossier est important. Et entre l'étape du dépôt de plainte ou en tout cas le moment où la plaignante pousse la porte d'un commissariat jusqu'au moment où un juge d'instruction va recevoir Monsieur Hakimi, vous pensez bien que les personnes qui ont affaire à ce dossier sont nombreuses et que les risques de fuite se multiplient évidemment. Pour l'instant, Monsieur Hakimi est évidemment présumé innocent, ce qui veut dire qu'il est mis en examen. Ça signifie qu'une enquête se poursuit et il a été placé par le juge d'instruction sous contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire, ça veut dire qu'on lui impose un certain nombre d'obligations et ou d'interdictions. En l'occurrence, il a interdiction d'entrer en relation avec cette jeune femme, mais il n'a pas interdiction ni d'exercer sa profession, ni de quitter les limites du territoire national, ce qui veut dire qu'il peut parfaitement continuer à jouer et continuer à jouer à l'international. Ça ne devrait donc pas venir entraver, en tout cas, sa carrière de joueur à l'international pour l'instant. Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'obligation de rester en France lui ait été imposée. Je crois que dans le cadre de son contrôle judiciaire, le juge l'a autorisé à continuer à voyager. C'est une interdiction qu'on vient poser quand on a peur que les gens s'enfuient en réalité. S'agissant de M. Hakimi, on sait qu'il a besoin de voyager pour les nécessités de son activité professionnelle. A priori, on ne prend pas grand risque en l'autorisant à voyager avec le PSG. Je ne pense pas qu'il ait pour idée de s'enfuir. Il n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Je crois que son avocate a d'ailleurs indiqué qu'il était tout à fait disposé à s'expliquer de ces accusations devant la justice française. Donc je crois que personne raisonnablement ne peut craindre qu'il disparaisse. Donc cette interdiction de quitter la France n'avait pas lieu d'être le concernant. Celui qui poursuit, c'est le procureur de la République. Le dépôt de plainte, il permet simplement que le procureur de la République soit informé que quelque part en France, à un instant T, il s'est passé quelque chose. Mais le dépôt de plainte de façon formelle n'est pas obligatoire. Dès lors que le procureur, d'une manière ou d'une autre, est informé qu'une infraction a pu se commettre, libre à lui d'engager les poursuites. Et là, dès lors que cette jeune femme est entrée dans un commissariat pour venir expliquer les faits qu'elle dénonçait, même si elle ne souhaitait pas porter plainte, ça suffisait au procureur de la République pour avoir l'information et pouvoir décider des poursuites. On a même parfois des dossiers dans lesquels les plaignants déposent plainte et retirent leur plainte. Là, c'est pareil, ça ne change rien. Même une victime qui viendrait retirer sa plainte, ça n'empêche pas le procureur de la République de mener à terme ses poursuites. Alors, il peut y avoir de multiples raisons. Ça peut être parce qu'on a menti, ça c'est une première éventualité. Ça peut être aussi parce que, vous savez, le parcours d'une victime en justice est un parcours qui est très lourd et que finalement, entre le moment où on dénonce des faits et le moment où on s'aperçoit qu'on va devoir faire face à une montagne d'investigations, à des examens médicaux, à des examens psychologiques, à venir rencontrer un juge d'instruction, à peut-être être confronté avec son agresseur, il peut y avoir aussi des victimes qui finalement choisissent de baisser les bras parce que c'est un parcours du combattant et qu'il faut être très costaud pour affronter ça. Donc ça peut aussi être ça. On peut aussi comprendre qu'une jeune femme, alors je ne sais absolument pas si c'est le cas dans ce dossier, hein, mais une jeune femme qui vient pousser la porte d'un commissariat pour dénoncer des faits de viol, elle n'a pas forcément immédiatement envie d'aller s'allonger sur une table d'examen d'un médecin pour aller mener à bien des investigations médicales. C'est un acte qui est extrêmement violent, extrêmement intrusif et qui peut être très traumatisant pour une victime qui vient déjà dénoncer des faits de viol. Donc il y a tout un tas de raisons qui peuvent venir expliquer pourquoi une victime soit retire sa plainte, soit ne souhaite pas se soumettre aux investigations qui évidemment seraient souhaitées par les enquêteurs et par le magistrat instructeur. La justice française est effectivement malheureusement longue parce qu'elle manque de moyens, tout simplement. Si nous avions le double de juges d'instruction, le double de greffiers dans nos tribunaux, évidemment, la charge de travail serait allégée et ils pourraient aller beaucoup plus vite dans leurs enquêtes. Après, on a de toute façon un certain nombre d'investigations qui prennent du temps. C'est-à-dire que l'exploitation d'une téléphonie, des auditions de témoins,
soins, des enquêtes médicales ou des expertises psychologiques. Ce sont de toute façon des éléments qui prennent du temps et c'est aussi un temps qui est nécessaire pour la manifestation de la vérité. Mais ce que le Code de procédure pénale prévoit, c'est que sur un dossier criminel, le juge d'instruction a 18 mois pour le mener à terme. Alors c'est un délai indicatif, mais qui quand même permet de poser un peu le curseur. J'allais dire, la difficulté là pour le timing, c'est que M. Hakimi a été laissé libre sous contrôle judiciaire et que du fait de la surcharge de travail de nos juges d'instruction dont je vous parlais à l'instant, malheureusement ou heureusement, mais la priorité est donnée aux dossiers dans lesquels les gens sont détenus. Ce n'est pas le cas de M. Hakimi. L'enquête va suivre son cours, mais évidemment avec peut-être un peu moins de célérité que s'il avait été incarcéré. Alors, le placement sous surveillance électronique aurait pu être une option envisagée par le juge d'instruction. C'est-à-dire que le temps de l'information judiciaire, il y a plusieurs possibilités. Soit la personne est placée en détention, soit elle est placée sous contrôle judiciaire, soit elle est laissée totalement libre, soit elle est placée sous surveillance électronique avec la pose d'un bracelet. Ça permet de contrôler davantage la personne qu'une simple mesure de contrôle judiciaire. Ça n'a pas été là le choix du magistrat instructeur qui a choisi de placer M. Hakimi sous contrôle judiciaire sans cette mesure de bracelet, ce qui semble relativement logique puisqu'on sait qu'il va être amené à voyager et qu'il a besoin de s'absenter de son domicile. La pose d'un bracelet, c'est quelque chose de très contraignant, c'est-à-dire que vous êtes tenu par des horaires, vous avez un bracelet à la cheville qui est relié à un boîtier téléphonique, à votre prise de courant. Ce bracelet se déconnecte de façon à vous permettre d'aller travailler, par exemple, de 9h à 18h. Mais on ne peut pas imaginer qu'on déconnecte le bracelet pendant une semaine, le temps d'aller jouer un match je ne sais où, et puis qu'on reconnecte le bracelet après et qu'on le redéconnecte le lendemain pour l'entraînement, et ainsi de suite. Le bracelet, c'est presque comme une détention à domicile. Là, le juge d'instruction a considéré que ce n'était pas nécessaire pour monsieur Hakimi et qu'un placement sous contrôle judiciaire suffisait amplement.